Eh, doucement. Les gens croient que je suis dans un bistrot. Ah, parce que toi, t'es un professionnel du cinéma, t'es le Luc Besson de Non, Neufchâteau. ouais, super. Non, mais c'est surtout que j'ai le nez devant quoi, pendant longtemps. Ah oui, ça. Donc, je vois tout. T'es en train de sous-entendre que tu passes beaucoup de temps au montage. Je passe énormément de temps au montage, mon gars. T'es pas assez payé, c'est ça? Bah, évidemment. Ouais, revendication salariale. La démocratie, elle est ici. Et oui, la vraie démocratie. Ça m'étonne pas, t'es de gauche. Mussolini est un socialiste. Bonjour à tous. Alors, bon, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Moi, j'ai été faire un petit séjour en Tunisie, Découvrez Tunis, la capitale tunisienne. où j'ai découvert une agriculture intéressante. Intéressante, et c'était vraiment une bonne expérience. J'ai vu plusieurs choses. Déjà, dans les conditions de pluviométrie qui sont complètement opposées à celles qu'on connaît cette année, et les types de culture et le contexte économique qui est un peu différent sur la façon d'appréhender l'agriculture. Mais voilà, je vous encourage à découvrir, c'est extrêmement intéressant. Petit point que je voulais revoir avec vous, dossier qui revient régulièrement toute l'année, donc le point des herbages, où on voit, au vu de la pluviométrie de l'année, arriver des relevés de raies gras et de vulpins. Alors c'est pas extrêmement drôle, donc je voulais ressouligner cette notion de bioindication. Alors des résultats intéressants, mais ça, une autre façon de penser les programmes, je dirais strictement chimiques, sur le positionnement des désherbants, où on a de nombreux enseignements quand même cette année, puisqu'on le voit avec les relevés, on en voit un peu partout. Alors je ne sais pas chacun dans ses régions, mais là voilà. L'impact des amendements et de la gestion de la matière organique. Donc le résumé est simple, c'est des points que je voulais ressouligner avec vous. Pour le vulpin et le raie gras, mais en globalité toutes les adventices, il y a plusieurs critères de levée de dormance. Alors souvent, je le dis et je le répète, mais je crois que c'est important, on dit ah oui, mais c'est parce que ces plantes-là, notamment c'est le cas du raie gras, mais aussi du vulpin, elles aiment l'azote. Alors qu'on soit tous à l'aise, et en tout cas moi je fais partie de ceux qui le revendiquent, toutes les plantes chlorophylliennes aiment l'azote. Il n'y a pas de problème. Même les légumineuses, elles aiment l'azote. Donc ça paraît un peu léger. La première lecture, en tout cas celle que l'on propose, il y a plusieurs conditions de levée de dormance sur les adventices. Alors le raie gras, on peut relever le tronc commun, c'est souvent un dysfonctionnement de la matière organique, de la décomposition et de l'évolution de la matière organique. Ça, c'est le grand tronc commun à, on va dire, 80% des plantes qui nous embêtent dans les grandes cultures. 80-90%. C'est un dysfonctionnement global, en tout cas ce qu'on en ressent en grande culture, hein, et nous, nos relevés et nos constats, qui sont très empiriques, je vous l'accorde. Les outils à mettre en place sont assez simples. Il faut retravailler sa politique de fertilisation azotée, soit sur le type d'azote, soit sur la façon dont on l'amène. Ce qui souligne encore une fois qu'il n'y a rien de péremptoire dans les arguments que je lance, c'est quand on a certains types de problèmes, il faut faire attention avec les formes d'azote qu'on utilise. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est bien sûr souvent cette évolution de matière organique, le deuxième point, est lié à des conditions, des textures de sol ou des accidents qui touchent plus la texture du sol, la physique du sol. C'est-à-dire qu'on va avoir ou des pertes d'argile ou des gros phénomènes d'anaérobiose eu égard à des argiles pas assez floculées. C'est le cas du vulpin, où on va avoir en général plus d'argile et ces argiles ne seront pas assez floculées. Et alors soit à cause de la présence de sodium, d'excès de magnésium, ces choses-là. Pour le raie gras, lui, c'est plus une perte d'argile. Donc toujours, on se rappelle, le premier critère, évolution de la matière organique qui ne se fait pas dans le bon sens. Moi aujourd'hui, j'émets l'hypothèse d'une espèce de mise en fermentation assez intensive. De quel type? Ça reste encore à travailler. Mais en tout cas, une matière organique qui a du mal à minéraliser d'un côté et qui a du mal et qui ne va pas non plus dans la case qu'on pourrait appeler communément humification, enfin en tout cas déconstruction de cette matière organique pour reconstruire des molécules un peu plus complexes, qui vont avoir des liens structuraux et toutes ces choses-là.
Globalement, on sait que la matière organique stable, elle, ce qu'on voit en tout cas en grande culture, en général, c'est qu'elle reste là et que quand on regarde les courbes, elle évolue peu dans nos climats, mais c'est plutôt cette fameuse matière organique dite labile qui a du mal, qui est en régression. Donc, on peut se positionner, on a deux angles de vue sur la matière organique, soit on a trop de stable, ou alors, et ou pas assez de labile. Donc c'est tout l'enjeu. La catégorisation de la matière organique va être importante, qu'on avance un cran de plus dans le cas de la lecture de la bioindication. Ça, c'est important. Derrière ça, va y avoir les conséquences directes et comment on peut remédier à ça. Alors, je l'ai dit sur l'azote, mais aussi sur la structure, et c'est là qu'entrent en jeu les amendements, que ce soit de la catégorie des hyperflocculants ou des choses plus classiques comme le gypse, le calcaire cru. Bon, les produits cuits comme la chaux, aujourd'hui, c'est vraiment sur des gros problèmes de pH chroniques, comme la chaux éteinte ou la chaux vive, qui sont vraiment, enfin moi personnellement, je ne pousse pas à l'utilisation parce que les conséquences derrière sont non maîtrisées. Non maîtrisées, que ce soit sur la vie bactérienne ou sur les champignons, et que ce soit sur les effets structuraux indirects, c'est-à-dire des phénomènes où on voit souvent avec les chaux éteintes, des phénomènes où les argiles, au lieu de floculer, sont collées plus que floculées. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on a du mal à comprendre parce que techniquement, ça devrait floculer à chaque coup. Voilà. Alors, de ce fait, aujourd'hui, avec des pluviométries importantes, on a eu sur les premiers horizons des pertes massives de calcium, de calcaire, voire peut-être même de magnésium, ce qui est engendré sur les premiers horizons de surface, et c'est ça qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est confronté souvent dans la lecture à bioindication, des analyses de sol classiques qui sont faites sur entre 20 et 40 cm. Bon, c'est plus trop rare 40 cm, mais voilà. Et ça, c'est des fausses indications. Je vous encourage, si vous vous intéressez sur les conditions de levée de dormance des mauvaises herbes, des adventices, de recentrer vos analyses de terre sur 4-5 cm et d'étayer et d'étalonner un modèle où vous aurez un modèle comparatif, voilà, sur les deux méthodes. Ensuite, la réévaluation des niveaux derrière du calcaire, du calcium, bien faire la dissociation, et des autres éléments secondaires comme le magnésium qui lui va avoir un effet très collant sur les argiles. Donc ça va être très intéressant quand on est face à des raigrats où là on a, et je le répète encore un coup, un problème d'évolution de matière organique. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, une perte d'argile. Ça c'est important de le souligner. Moi j'insisterai sur le fait, pour le problème des graminées essentiellement, qu'on manque très certainement de sucre soluble en termes de matière organique, puisque les graminées étant très riches en sucre soluble. C'est le cas du raigras, d'ailleurs il est cultivé pour ça, pour amener une source d'énergie au travers de ces sucres solubles. Donc que le sol manque clairement de ça. Et on le voit bien quand on travaille sur les amendements, sur le type d'amendement organique par exemple qu'on va travailler, quand on amène des sources rapides de matière organique très labile comme les acides aminés ou le sucre, ça joue très nettement en cette faveur. C'est ce pourquoi il y a eu des nouvelles sources d'azote qui sont mises au point et qui sont attestées, voilà, sont très intéressantes. Et les hyperfloculants de l'autre côté qui vont travailler sur la structure pour permettre à cette matière organique de mieux évoluer. Mais aussi, sur les horizons de surface, d'amener, de retenir les argiles et de faire floculer les argiles pour amener de l'oxygène sur les premiers horizons. Ça, c'est hyper important. Et au vu de la pluvio qu'on a eue, on a perdu bon nombre d'éléments, puisqu'ils sont souvent très lessivables. Alors, se pose aussi la question derrière, bien sûr, vous le savez, parce que j'en parle souvent, des excès de sodium. Alors, c'est des choses qui méritent d'être travaillées, je pense, au même titre que la gestion de la fumure potassique. Vous savez que moi, je milite pour retravailler la lecture de la fumure potassique, et notamment sur les niveaux présents dans le sol, et les attentes, et qu'est-ce qu'on attend d'un sol par rapport à un niveau de fumure potassique dans les analyses de sol.
moi j'essaye d'étayer une nouvelle grille de lecture. Je pense aussi donc au sodium, j'en parlais précédemment, le niveau de sodium, quel niveau de sodium on peut supporter aujourd'hui, mais plus complexe que ça, le sodium en fonction de l'équilibre des eaux de base. Donc, retravailler les niveaux de calcium qui lui est globalement, entre guillemets, si je peux vous imaginer ça, celui qui va réguler un peu les excès de tout le monde, c'est très intéressant. J'entends aussi souvent, et c'est une réalité, des complexes, quand on regarde les analyses de sol, des sols saturés en calcium sur le complexe argilo-humique. Saturé en calcium, c'est pas foncièrement le pire truc. Hein, je veux dire, il faut prendre les problèmes par priorité. Si j'ai un champ qui est envahi de mauvaises herbes, de vulpa ou de régras, je dois donc traiter ce premier problème. Le fait que mon complexe argilo-humique, globalement mon réservoir de sol, soit saturé en calcium, c'est un problème secondaire. Mais ça peut aussi cacher le fait qu'on peut être en manque de potassium. C'est une des causes, c'est pas la cause, ça peut être une des causes. Manque de disponibilité en potassium, puisque globalement, lui, le calcium, il régule un peu tout le monde et il empêche, et c'est lui qui prend facilement la place de beaucoup d'ions sur le complexe argilo-humique, notamment du sodium. Je reviens au sodium qui peut être en excès et qui, aujourd'hui, sans nul doute, gêne l'évolution de la matière organique dans le bon sens. Parce que accumuler de la matière organique qui n'évolue pas n'est pas foncièrement quelque chose de bon sur le long terme, voire sur le moyen terme. C'est aujourd'hui, pour moi, de mon point de vue, une des raisons pour lesquelles on a des invasions de certains types de graminées. Alors, il y a bien sûr ces phénomènes de résistance, mais là, on rentre dans un dossier délicat de la poule ou l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des résistances parce que il y a eu beaucoup de plantes résistantes qui ont été sélectionnées par la pression de sélection des désherbages, ou est-ce que les plantes sont devenues résistantes parce qu'elles ont dans un support ultra favorable pour elles. Je pense que encore une fois, il faut pas avoir une vision trop restrictive sur ce dossier. Il faut vraiment ouvrir et que un peu des deux certainement, et que de toute façon une plante qui va se retrouver dans des conditions optimales pour elle, c'est le cas du régras ou du vulpa quand il lève, va être quand même beaucoup plus dur à désherber. Ça c'est évident. De surcroît, la résistance qui rayonne le plus aujourd'hui est quand même une résistance par détoxification, c'est-à-dire qui touche toutes les familles, plus ou moins, mais toutes. Donc les associations de désherbants vont rayonner. Problème un peu plus de saison, où on a de grosses inquiétudes sur l'efficacité des glyphosates. C'est un constat, voilà. Je vous encourage à vous assurer par test qu'on est vraiment dans des résistances avérées, enfin des moindres sensibilités au glyphosate. Il faut quand même s'en assurer, être sérieux là-dessus, parce que parfois, malgré qu'on est persuadé d'avoir utilisé, d'avoir mis toutes les chances de son côté, on peut être face à des mauvaises applications, une variation de température, des choses comme ça, sur des plantes qui sont aujourd'hui, qui ont développé de la résistance par détoxification. Elles vont, elles aussi, inévitablement, on aura besoin de doses de glyphosate plus importantes. Voilà. Parce qu'il y a ce phénomène de détoxification très marqué. Donc voilà, soyez prudents sur les constats, soignez, soyez extrêmement rigoureux sur vos applications de glyphosate. Retournez-vous vers de nombreuses personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui en parlent très bien sur la qualité de pulvérisation. Il y a bon nombre de gens sur YouTube, Internet, qui font des sorties là-dessus. Je refais un clin d'œil à Samuel de Phytosol, les gens de chez SC2, bref, des gens qui ont beaucoup travaillé la pulvérisation, qui sont quand même des gens qui sont très compétents. Sur cette approche, on a tous des points différents, comment on aborde la pulvérisation, en tout cas la façon d'amener des additifs pour améliorer l'efficacité et soigner les conditions, mais globalement voilà, il faut faire feu de tout bois, il faut s'ouvrir à toutes les lectures et bien faire le tri, bien se poser pour avoir des conditions d'application rigoureuses, extrêmement rigoureuses. Voilà, on est face à ces problématiques glyphosate. Je vous encourage à faire des tests pour savoir s'ils sont oui ou non résistants au glyphosate.
réellement, parce que voilà, il ne faut pas occulter ce petit angle de vue que vous pouvez avoir raté une pulvérisation, ça arrive, on a des conditions compliquées pour intervenir, voilà, on est sous pression permanente. Donc, regardons le problème avec sagesse et discernement pour bien mesurer et identifier d'où vient le problème. Voilà, ça c'était important aussi. Donc, sur les intercultures, moi vous savez que je ne suis pas un ultra fanatique du faux semis, je m'en méfie. Il y a eu quand même des résultats qui ont montré que, quel que soit le niveau du faux semis, sur plus de 30 ans, c'est des essais qui ont été réalisés, l'impact sur le niveau de salissement de la culture qui allait être semée est très faible. Il n'y a pas une réelle corrélation entre les deux données. Donc, le faux semis, quand on peut l'utiliser, quand il s'intègre dans une vraie démarche de gestion du travail du sol ou de l'implantation pour le semis direct, ok, puisque même en semis direct, on peut faire un faux semis, hein, les levées inopinées derrière sont considérées, on peut la considérer finalement comme un faux semis. Attention avec les faux semis, vous connaissez aussi, pour ceux qui échangent avec moi, je suis assez frileux sur les outils, le travail du sol ultra rapide pour faire des faux semis très fins et qui pour moi favorisent très très nettement des conditions pour toute la culture, pas seulement pour le semis de levée, pour les raies gras et les vulpins. Effectivement, ceux qui sont détruits pendant les faux semis ne seront plus là pour la culture d'après, ça je l'entends. Néanmoins, ça ne nous met pas à l'abri de grosses problématiques dans la culture qui arrive, qui va être semée. Ça, c'est aussi un point que je voulais souligner. Attention, aujourd'hui, on le sait, dans les colzas, parce que les colzas qui ont longtemps été la plante dans vos futures implantations qui nettoyaient, c'est plus aussi simple qu'avant. Et puis, voilà, cette année, peut-être plus que les autres années encore, beaucoup de problèmes remontés sur raies gras, pommes de terre et maïs et tournesol, où on a des grosses, en tout cas des levées de raies gras importantes. Donc la culture de printemps nous laisse encore souvent des armes, même si l'arsenal commence à se réduire, nous laisse encore des armes utiles, qui fonctionnent, mais ça commence à se réduire et la pression graminée raies gras vulpin commence à monter très très fortement dans les cultures de printemps. Donc attention, vous voyez que bien, ça ne remet pas en cause la technique des assolements, pas du tout, ça ne remet pas en cause non plus complètement le faux semis, c'est qu'il faut être vigilant, à ne pas se dire j'allonge la rotation, tout va aller mieux. On allonge la rotation, ça va bien se passer, peut-être, mais soyons vigilants. Il faut être extrêmement vigilant et vraiment anticiper tous ces problèmes. Voilà, donc je voulais ressouligner ces points sur le rais gras et le vulpin notamment. J'espère pouvoir avancer un peu plus sur vraiment l'impact du travail du sol, quel type de travail du sol est un facteur aggravant pour le vulpin et le rais gras, identifier clairement pour l'un et pour l'autre. Moi j'ai des choses qui sont plus des remontées très empiriques et même je dirais des opinions, mais elles ne sont que les opinions d'un homme. Il faut continuer d'avancer là-dessus et de travailler et d'être vigilant. Parce que ce qu'on voit sortir en ce moment, là, c'est effrayant. Alors, je vous rassure, il y a quand même des pistes d'avenir, il y a quand même des choses qui avancent. Ça avance à la mesure d'année en année, mais on a réussi à avoir quand même des bons résultats sur des programmes désherbage un peu différents, un peu repositionnés. Je pense que l'alternance et la diversité des pratiques permet là aussi d'amener un petit plus. C'est pas la seule condition. Il y a beaucoup d'angles de vue à voir et à travailler et il faut faire feu de tout bois. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter. D'un point de vue formation, là on est à peu près bouclé. Il doit rester de mémoire 5-6 places qu'on garde en place joker. Donc n'hésitez pas à nous contacter. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis très content de vous retrouver. J'espère que l'année va continuer de se profiler, en tout cas un petit peu mieux, que les conditions météo vont s'améliorer. Vous voyez, au début, au mois de janvier, j'annonçais et je craignais une période très sèche. Je me suis trompé. Il semblerait que je dois pas me lancer dans la météorologie. Bienvenue pour la météo du jour.
Alors aujourd'hui, il va faire très sec. Non, en fait, il pleut partout. Et j'ai bien fait de ne pas être météorologue. Je crois que c'est vraiment le truc que j'aurais jamais dû faire.